Amis auditeurs, bonjour, vous êtes bien sur Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'Écho des Canuts. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la Commune de Paris. C'est un sujet qui nous est cher et qu'avec Pierre Vial, nous avions annoncé comme thème d'émission. Donc nous allons aujourd'hui le traiter. Comme invité, je reçois Pierre Vial et Jean-Paul Laurin. Pierre Vial, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, Roberto, et bonjour à toutes et tous. Donc nous allons aborder la Commune de Paris dans une émission que nous allons essayer de ne pas faire trop longue, mais comme elle nous tient à cœur, forcément la passion va nous entraîner. Nous sommes au pays des cigales, donc peut-être que vous les entendrez avec nous. Alors la trame de l'émission, elle va être la suivante. Dans un premier temps, nous allons aborder le contexte économique et social. Puis la guerre de 1870 et la défaite militaire, parce qu'il est difficile effectivement de parler de la Commune de Paris sans parler de ce qu'il introduit, de ce qu'il a fait naître. Ensuite, la Commune en germe, qu'est-ce qui va la faire naître intrinsèquement. Nous allons évoquer aussi la Commune insurrectionnelle et la Commune au pouvoir. Nous terminerons par la répression et par quelques conclusions pour mettre en perspective les faits passés et puis le passé, le présent. Nous allons entrecouper cette émission de pas mal de coupures musicales. Je sais que ça embête certains auditeurs, mais pour nous, la chanson, et encore plus la chanson populaire, ça reste un élément de la transmission d'une partie de la mémoire populaire. Voilà. Et dans ces morceaux musicaux, vous aurez une exclusivité que je vous annonce tout de suite. C'est notre défunt camarade qui nous chantera Louise Michel. Alors, Pierre Vial, Maurice Rollet, voilà. Maurice Rollet qui nous chantera Louise Michel, je vais y arriver. Pierre Vial, donc les événements et Jean-Paul bien sûr, les éléments économiques et sociaux qui introduisent un petit peu l'époque, si on veut parler de l'époque avant cette commune. Oh, mais il y a tout un contentieux qui existe en fait au long du XIXe siècle. On ne va pas refaire l'histoire du XIXe siècle, mais c'est vrai qu'après l'expérience de la Deuxième République en 1848, il y a beaucoup d'amertume chez ceux qui croyaient que ce qu'ils espéraient depuis longtemps et ce pourquoi ils avaient milité depuis longtemps allait se mettre en place, et puis ils s'aperçoivent que ce n'est pas le cas, que même cette République, elle est animée par des gens qui n'ont pas forcément l'intention de réaliser en particulier la justice sociale, et qu'il y a aussi parmi le personnel politique qui essaye de prendre place au lendemain de la Révolution de 1848, des gens qui espèrent bien pouvoir restaurer le régime de leur choix, qu'il soit royaliste ou éventuellement bonapartiste. Et c'est finalement cette seconde formule qui va l'emporter, comme tout le monde le sait, avec le coup d'État du 2 décembre 1851. Alors certains appelleront ce retour de Napoléon III l'Empire libéral. Oui, enfin, on va pas faire l'histoire du Second Empire, mais c'est vrai qu'il y a dans le déroulement du Second Empire deux grandes phases qu'on peut appeler l'Empire autoritaire et l'Empire libéral. On commence plutôt avec l'Empire autoritaire, avec des tendances quand même qui ont toujours été présentes, y compris chez Napoléon III. Je crois qu'il ne faut pas faire de Napoléon III quelqu'un de trop simpliste. Il ne faut pas oublier que dans sa jeunesse, il a manifesté très concrètement et à ses risques et périls des sympathies pour la charbonnerie italienne, pour même un certain nombre de groupes révolutionnaires français. Il lui en est resté quelque chose, des sympathies, et en tout cas une certaine sensibilité vis-à-vis de la question sociale. D'ailleurs, c'est ce qui se traduira, nous aurons sans doute l'occasion de le dire, par des mesures qui vont plutôt dans le bon sens en ce qui concerne les droits des travailleurs.
Alors c'est vrai que notamment il va rétablir ce que la loi Le Chapelier avait interdit, à savoir les coalitions ouvrières, donc leur permettre à nouveau de se regrouper, mais il n'autorisera pas le droit de grève. Il est soumis à des pressions. Il faut bien voir que Napoléon III est un personnage complexe, j'allais dire qui vaut mieux ce que certains historiens ont dit, et avec aussi des lacunes évidentes en partie. Mais ce qu'il faut, parce que dans l'histoire des hommes, il faut prendre en compte les réalités très, très personnelles, très humaines. À la fin de son règne, c'est un homme malade, affaibli, soumis à l'influence de gens de son entourage, et en particulier de l'impératrice, qui était, passez-moi l'expression, une sacrée bonne femme, et qui, à la fin du règne, avait bien l'intention de prendre les choses en main. Mais c'est ce qui fait que l'histoire du Second Empire est une histoire plus complexe qu'on ne le croit souvent. C'est le début du règne des banques aussi. Les banques commencent à prendre un certain pouvoir. Elles avaient commencé avec Louis-Philippe. Elles avaient commencé avec Louis-Philippe, tout à fait. Et il y a aussi les Anglais qui, tout au long du règne de Napoléon III, comploteront un maximum contre la France. Est-ce qu'on est dans une période de paupérisme et de souffrance ouvrière? Est-ce qu'on peut dire que le retour de cet empire libéral s'accompagne à nouveau ou continue à être une période de souffrance populaire? Bien entendu, les conditions de vie des travailleurs restent très difficiles. Il faut reconnaître qu'il y a quelques améliorations qui sont relativement à la marge parfois, mais il y a aussi la naissance, ne l'oublions pas, à l'échelle internationale, de groupes de pression, et en particulier de ce qu'on appelle l'international, dont il ne faut pas d'ailleurs surévaluer l'influence, mais qui existe malgré tout, et qui est un point de repère pour un certain nombre de Français, soit qu'ils soient adhérents de l'international, et on en retrouvera au sein de la commune, certains, soit qui, à l'étranger, essayent de créer des réseaux de solidarité, dont on s'apercevra d'ailleurs, là encore au moment de la commune, que leur efficacité est très relative. Et puis, il y a en arrière-plan de tout ça, quelqu'un qui s'appelle Karl Marx, et qui entend bien profiter des événements, y compris avec la commune, pour essayer de supplanter auprès des travailleurs français l'influence de gens qu'il considère comme des rivaux directs et des gens à l'égard desquels il a une véritable haine, que ce soit des gens comme Proudhon, comme Blanqui, comme d'autres. Il ne le cache pas d'ailleurs. Donc parallèle, 1862 à Londres, je crois, la première réunion des marxistes. Pour situer dans le temps, la commune c'est 1870. Attention, l'international, ce n'est pas uniquement des marxistes. Il y a au sein de l'international des gens qui ne sont pas marxistes du tout. Ensuite, au fil du temps, on a pris l'habitude, mais c'est une erreur de perspective, de croire que dès le début, l'international était marxiste. Ce n'était absolument pas le cas. Elle était socialiste, bien entendu, mais il y avait des marxistes en son sein, bien entendu, mais il y avait bien d'autres gens. L'international, ce sera peut-être l'objet d'une autre émission, mais l'histoire de l'international, il y a eu au cours des temps 4 internationales. Il ne faut jamais oublier ça. Et là, pour l'époque qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la première internationale. J'ai voulu parler de l'international et du marxisme parce que, par opposition justement à tout un courant de socialistes français qui existait déjà, mais on va y revenir après sur, on va dire, les forces en présence au moment de la commune. Moi, en termes d'éléments chiffrés, pour situer un petit peu les conditions de vie de l'époque, les salaires entre 1851 et 1870 n'ont augmenté que de 15%, tandis que le coût de la vie avait grimpé de 45%. Donc ça va forcément créer des difficultés populaires.
Le baron Haussmann dira que sur la population de Paris, sur 1,7 million d'habitants, il y avait plus d'1 million qui étaient dans une pauvreté proche de l'indigence. Les enfants continuent de travailler, de 6 à 13 ans, les femmes aussi, et les enfants travaillent au quart du salaire d'un homme. Voilà. Et il y a aussi le livret ouvrier. Chaque ouvrier avait un livret qu'il présentait à chaque nouvelle embauche. Et ce livret pouvait être consulté par les services de police ou certaines officines d'embauche. Il y avait aussi ça, la commune luttera, ne supprimera pas le livret, mais elle le contournera. Et il y a aussi les amendes que le patronat pouvait infliger aux ouvriers, et qui étaient directement pris sur son salaire, donc le pouvoir financier sur des personnes qui avaient de petits salaires. Voilà, par exemple. Donc, pour revenir aux enfants, il y a une mortalité infantile qui est très forte, puisque 80% des enfants meurent très jeunes. Et je pense que quand on est parent à cette époque-là, on a forcément envie que ça change un peu. Et du coup, le courant républicain fait peur, Pierre, Jean-Paul, puisqu'on les appelle les partageux, ceux qui veulent une autre justice sociale. Et donc ça fait naître ce courant socialiste qui va l'emporter lors des élections qui vont inciter Napoléon III à se lancer dans une guerre, parce qu'il s'aperçoit qu'il n'a plus la légitimité populaire dans les grandes agglomérations. Oui, mais au sein des conservateurs, des réactionnaires, des bourgeois, il y a eu la vieille hantise qui remonte à la Révolution. Les partageux, c'est un thème qui remonte à la Révolution française. Cette idée que ceux qui veulent remettre en cause l'ordre établi tel qu'il est veulent faire table rase, en quelque sorte, de la société et anéantir tout ce qui peut représenter la légitimité de la propriété, etc. Ce qui est aberrant, parce que la plupart des gens qui ont été actifs pendant la Commune, c'est le cas des Proudhoniens, mais pas seulement des Proudhoniens, n'ont jamais remis en cause la propriété, le droit de propriété individuelle. Jamais. Et on verra même, on aura l'occasion peut-être d'en citer, des mesures prises par la Commune pour protéger la propriété individuelle et pour éviter les dérapages de gens qui auraient voulu éventuellement tout raser. Ce qui n'était... Il faut bien comprendre qu'après la Commune, il y a eu toute une série de fantasmes qui ont été véhiculés pendant plusieurs dizaines d'années, et ça a continué en partie parfois au XXe siècle, au sujet de la Commune, dont on a fait une espèce de loup-garou. Enfin, les communeux, c'était les buveurs de sang. Je dis les communeux parce qu'à l'époque, on ne dit pas les communards. À l'époque de la Commune, on utilise le terme de communeux. Les communeux ne sont jamais intitulés eux-mêmes communards. Ensuite, ce sera un terme utilisé par la bourgeoisie, après la Commune, un terme qui se voulait péjoratif, alors qui sera repris comme un défi par certains anciens communards. C'est un phénomène classique en histoire, lorsque des gens qui sont visés par un terme qui a pour objectif de les dévaloriser, disent puisque c'est ça, oui, nous en sommes. La canaille, il y aura un chant peut-être tout à l'heure qu'on entendra, la canaille, nous en sommes. Donc, Napoléon III décide de déclarer la guerre à la Prusse, et on dit souvent que c'est à cause de fragilité interne qu'il a voulu, interne à son régime, à sa légitimité élective en l'occurrence, enfin même pas. C'est parce qu'il était fragilisé à l'intérieur qu'il a voulu déclarer la guerre à la Prusse. Est-ce que c'est fondé ? Ça, c'est tout le clan qui est dans son entourage. Je mentionnais tout à l'heure l'impératrice, mais elle n'était pas seule. Et il y en avait d'autres autour d'elle, qui ont eu cette idée qu'ils croyaient géniale, que pour redonner un maximum d'autorité au régime, il fallait une grande victoire militaire.
et qu'à partir du moment où l'Empire aurait démontré sa force, par exemple contre l'Allemagne en battant l'Allemagne, eh bien tout redeviendrait simple à l'intérieur. C'était un calcul évidemment tout à fait dangereux, la suite des événements l'a montré. Alors, Émile Ollivier, quand il est nommé ministre de ce gouvernement, il n'hésitera pas à dire qu'il est élu pour prendre la révolution à la gorge. Donc c'est pour bien montrer l'inquiétude qu'avait ce gouvernement et les gens qui le soutiennent, hein, tous les nantis, tous les possédants, face à la montée de ce courant populaire et socialiste, démocratique et socialiste qui réclamait la République. Donc la guerre de 1870, qui va s'étaler jusqu'à janvier 71, cette défaite militaire, comment est-ce qu'elle prend forme? Est-ce que la France vraiment était sous-armée? Est-ce qu'on n'aurait pas pu la gagner, cette guerre? Bon, on connaît la fameuse formule tout est prêt jusqu'au dernier bouton de guêtre. Bon, sauf que en fait, ce qui était impressionnant dans l'armée française, c'était l'aspect numérique. L'armée était nombreuse, elle aurait pu être bien équipée, mais surtout la faiblesse majeure, c'était le commandement. L'armée du Second Empire, enfin l'armée en tout cas de la guerre de 70, n'a pas eu de chef digne de ce nom. L'illustration la plus frappante, c'est Bazaine. Bon, quand on voit Napoléon III remettre son sort sur le terrain militaire à quelqu'un comme Bazaine, là on comprend qu'il n'a plus tous ses moyens, Napoléon III. Enfin, quelqu'un comme Napoléon Ier n'aurait jamais imaginé un seul instant confier le commandement d'une armée à un Bazaine. Bon, or, si ça s'est produit, c'est parce qu'il n'y avait pas de gens qui avaient la pointure pour prendre en main une guerre comme celle de 70, qui est, ne l'oublions pas, une guerre désormais moderne. Il s'est passé un certain nombre de choses dans les décennies du milieu du 19e siècle. Il y a eu la guerre de sécession. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Si, ça a été un terrain d'exercice et d'apprentissage, en particulier pour l'évolution de l'armement. Les mitrailleuses, c'est une arme nouvelle qui surgit et qui va modifier beaucoup de choses. Mais les Français, en tout cas beaucoup de généraux français, vivaient encore sur les schémas des guerres napoléoniennes. On aligne des régiments sur le terrain de bataille, et puis ils vont monter à l'assaut en rangée parallèle avec la baïonnette au bout du fusil. On va tirer quelques coups de canon, et puis l'affaire sera réglée. Ça se passe plus comme ça. Et en particulier, il y a un élément qui va être déterminant, qui est l'artillerie, qui a une efficacité désormais tout à fait révélatrice et meurtrière. Et les Allemands, ils ont une carte dans leur jeu qui est leur industrie d'armement, déjà à l'époque, par rapport à laquelle la France n'est pas compétitive. Et des généraux. Et des généraux de grande qualité, de très grande qualité, auxquels pas encore l'empereur, il n'est pas encore d'Allemagne, il ne sera à l'issue de tout ça, mais le roi de Prusse a l'intelligence de laisser une assez large marge de manœuvre, parce qu'il sait que ce sont des gens de grande valeur, et ils l'ont démontré. Et les armées françaises ont été... alors il y a eu évidemment le grand thème de la trahison qui a surgi très vite. Comment a-t-on pu être battu alors qu'on avait une armée nombreuse, dont l'équipement, bon, il y avait des lacunes, mais enfin, c'était pas non plus une armée de miséreux. Bon, non, il y a eu un problème de volonté au plus haut niveau. La reddition de Metz est révélatrice. Et on en reparlera sûrement en parlant de Rossel. Ça a été pour lui le déclic, quoi. Quand il a vu l'attitude du haut commandement qui n'a pas lancé d'offensive. Qui n'a pas lancé d'offensive. Ah non. C'est-à-dire que ça a été une reddition
nette, claire, précise. Donc, par ailleurs, il y a eu des actes de grand courage effectués par certaines unités du côté français, mais ça ne pouvait pas suffire pour compenser l'impéritie de la direction de l'armée. Dans toute armée, la valeur des cadres intermédiaires, c'est quelque chose de très important, mais si cette armée n'est pas commandée, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir des unités de qualité, des officiers, voire des sous-officiers de qualité, si au sommet, il n'y a pas la volonté, l'énergie nécessaire pour conduire la guerre. Or, c'est ça la question, la guerre n'a pas été conduite. Au départ, Napoléon III semblait vouloir prétendre le faire. Très vite, il est apparu qu'il en était incapable. Il faut quand même bien voir que le jour de la reddition à Sedan, il était sur son lit, incapable de bouger, à cause de la maladie. Donc, un chef de guerre qui ne peut plus mettre le pied par terre, il y a un problème. Donc, déclaration de guerre le 19 juillet. Je vais insister sur la chronologie des événements pour essayer de mettre en perspective certains faits. Le 8 août 1970, Paris est menacé, enfin se sent menacé, et on redistribue des armes à la garde nationale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette garde nationale, Pierre ? Est-ce qu'elle est fiable ? C'est une vieille institution, la garde nationale. Hein. Ça aussi, c'est un héritage de la Révolution, d'une certaine façon. C'est l'idée selon laquelle les citoyens doivent s'armer pour défendre la patrie menacée. C'est pas vraiment la levée en masse, mais ça peut y ressembler quand même d'une certaine façon. Donc, pour ce qui est de Paris, puisque c'est Paris qui va être très largement concerné, c'est l'idée d'armer les Parisiens, en principe sur la base du volontariat, mais avec quand même quelque chose qui est important, c'est que ces gardes nationaux seront rétribués 1,50 franc par jour. 1,50 franc par jour, à l'époque, ça permet d'acheter du pain. Et on va sans doute en reparler, mais la capitale va se retrouver dans une telle situation que le fait de pouvoir acheter du pain, si on en trouve, parce qu'on verra qu'il va y avoir quand même quasiment la famine qui va régner, mais c'est, disons, une espèce d'assurance minimale pour un garde national que d'avoir cette garantie de recevoir un peu d'argent tous les jours pour faire vivre sa famille s'il en a. Ceci étant, ça va conduire à un recrutement extrêmement hétérogène. On va très vite s'apercevoir, d'ailleurs j'anticipe un peu peut-être sur les événements, mais qu'en fait à Paris, il y aura deux types de bataillons. Ils sont organisés en bataillons, les gardes nationaux. Avec une idée à la base qui évidemment est très caractéristique de la grande illusion socialiste des gens de la commune, d'élire les sous-officiers, les officiers et les chefs d'unité. Bon, comme si l'élection pouvait faire que ça peut être sélectionner des gens capables. Il y a un problème de capacité sur le plan militaire. L'élection n'est pas forcément là pour l'assurer. Et ça va déboucher sur le fait que selon les quartiers, ces bataillons de la garde nationale seront très différents. Pour simplifier, il va y avoir les bataillons réactionnaires, on va dire bourgeois pour simplifier, sont les arrondissements de l'ouest de Paris. Et puis les bataillons des quartiers ouvriers, c'est-à-dire les quartiers est et nord de Paris. Et là, évidemment, eux, ils sont acquis à la commune. Mais il y a des différences énormes entre les deux catégories, puisqu'on verra des unités entières de garde nationale refuser d'aller au combat, par exemple. On avait à peu près 200 000 gardes nationaux sur Paris, et on verra plus tard la très faible proportion que n'arrivera pas à réunir Sorel, mais je ne mange pas l'information pour la laisser à sa place. Auguste Blanqui est un de ceux qui sont nommés à la tête des bataillons, enfin d'un des bataillons, et il tente un coup d'État le 15 août. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Est-ce que c'est pour défier, parce qu'ils n'ont plus confiance déjà dans le... C'est-à-dire que Blanqui... c'est l'exemple même du révolutionnaire, j'allais dire professionnel.
il a vécu toute sa vie pour la Révolution, Blanqui. Il a payé cher, d'ailleurs. Hein. Si on l'a surnommé l'enfermé, c'est pas pour rien. Il a passé 37 ans de sa vie en prison. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de militants politiques qui aient le même palmarès. Bien. Mais ceci étant, il reste axé sur la conviction. Il est très marqué par les souvenirs de la Révolution française, Blanqui. Et il reste acquis à l'idée qu'on peut réaliser le coup de force en ayant des hommes aguerris, déterminés, pas forcément très nombreux, mais très soudés. Et très soudés par une conscience politique en particulier. Hein, car Blanqui, alors, a une conviction politique bien établie. Et ce qu'il veut faire, lorsqu'il tente effectivement une première puis une deuxième insurrection, il a fait 2 tentatives. La première le 12 janvier 70, la seconde le 14 août. Les 2 ont échoué parce qu'il avait des moyens extrêmement limités avec lui. Et très vite, il est apparu que c'était complètement disproportionné de vouloir s'emparer du pouvoir, puisqu'en fait l'idée c'était ça, on va prendre le contrôle de tel ou tel bâtiment. En principe, l'idéal c'est de prendre l'hôtel de ville, parce que dans la tradition parisienne, si on tient l'hôtel de ville, en principe, on tient le cœur du pouvoir politique. Mais en fait, il n'a pas rencontré l'audience qu'il espérait, et il a dû renoncer très vite, parce que ça ne suivait pas. Oui, il faut rajouter que Rossel, donc, quand il écrit ses mémoires, enfin, à la fin de sa vie, raconte un petit peu les différentes tendances qu'il y avait à la commune, et il parle des blanquistes. Hein, donc, il connaît pas Blanqui, il ne l'a jamais vu, mais il a l'air de l'estimer. Par contre, il semblerait que les blanquistes soient des hommes beaucoup moins, comment dirais-je, beaucoup moins, comment dire, idéalistes que leur chef, et souvent des Dixit Rossel, des sauvages. Là, je m'inscris totalement en faux. Le blanquiste que je suis proteste. Dixit Rossel. Hein, oui. Non, mais Rossel raisonne en militaire, ce qui est normal, puisque il est militaire. Mais les blanquistes sont des gens qui étaient déterminés par des convictions politiques totalement sincères, et qui ont tenu, dans le cadre de la commune, des responsabilités très importantes. Blanqui, non, il était en tôle. Thiers avait réalisé ce coup magistral de le faire arrêter avant le déclenchement de la commune. Magistral parce que si Blanqui avait été là, le vieux, comme on l'appelait à l'époque, ces militants l'appelaient le vieux. Si le vieux avait été là, peut-être que les choses auraient évolué différemment. Parce que lui, il avait une idée très nette de ce qu'il fallait faire, et en particulier fusiller un certain nombre de gens qui se mettaient en travers de la Révolution. Blanqui était un homme de solutions extrêmes, et il s'en cachait pas. Hein. Je citerai simplement 3 noms qui ont joué un grand rôle dans la commune. C'est Eugène Proto, qui a été délégué à la justice, il était avocat, il a été blessé sur les barricades à la fin d'ailleurs, donc c'était des gens qui ne se contentaient pas d'occuper un fauteuil dans un ministère. Hein. Quand les choses sont devenues décisives dans les derniers jours de la commune, tous ces gens-là ont pris un fusil et, ministre ou pas ministre, sont allés faire le coup de feu. Théophile Ferré, qui était un jeune, il était né en 1846, délégué à la Sûreté Générale, c'était le grand amour de Louise Michel, Ferré. Et c'était un personnage assez étonnant, un clerc d'avoué. Puis Raoul Rigaud, dont on a prononcé le nom tout à l'heure, dont le père avait été sous-préfet sous la Deuxième République, et qui a pris la préfecture de police. Lui, il a été abattu par les Versaillais le 24 mai.
Donc ce sont des gens qui ont joué un rôle moteur. Je cite ces 3 noms, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Moi, je confirme un petit peu ce que dit Pierre, parce que quand on lit La Patrie en danger, qui était le journal de Blanqui, on s'aperçoit qu'ils ont des positions effectivement très claires sur la manière d'organiser la défense, sur la manière d'armer les Parisiens, sur la manière de conduire des offensives, et qu'effectivement ces gens-là faisaient peur aux bourgeois, et peut-être que effectivement la rumeur, la réputation qu'on leur a construite, c'était des gens effectivement dangereux pour le pouvoir en place. Ça c'est une certitude. L'expression n'existait pas à l'époque, mais si on veut résumer, j'allais dire le programme et l'idéologie blanquiste, c'est l'action directe. Donc, le 1er septembre, Sedan, donc... J'ai peut-être surpris, excusez-moi, j'ai peut-être surpris les auditeurs en disant que j'étais blanquiste, mais c'était une boutade, encore que. Ouais, encore que, quand on lit son livre, il y a vraiment des choses très intéressantes, et moi je vais essayer de les mettre en perspective, La Patrie en danger, je vais essayer de les mettre en perspective pendant l'émission. Donc 1er septembre, Sedan capitule, Bazaine, défaite majeure, et donc Napoléon III est pris, c'est pas encore Bazaine, lui ce sera Metz, pardon. L'empereur est pris, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'empire est décapité. Un empire sans empereur, ça pose un problème. Et c'est l'occasion rêvée pour les républicains, qu'ils attendent depuis longtemps, qui est de prendre le pouvoir, parce qu'il y a une vacance du pouvoir, très clairement. C'est le problème de toute monarchie. Si le monarque n'est plus là, soit parce qu'on lui a coupé la tête, soit parce qu'on l'ennemi l'a fait prisonnier, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut trouver autre chose. Autre chose, ça s'appelle un nouveau régime. Ça sera la République. Donc le 4 septembre, élection, et donc est élu un gouvernement de défense nationale. Oui, alors ça, c'est révélateur, parce que la guerre, c'est l'élément numéro 1 de toute décision politique qui peut se prendre dans ces jours-là. Il faut faire face à l'invasion. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des Allemands qui arrivent de tous les côtés ? Forcément, il va y avoir dans un premier temps sans doute l'armistice à demander, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Le gouvernement de la France, qu'est-ce qu'il devient ? Si Paris est pris, qu'est-ce qui se passe ? Donc il va falloir envisager autre chose. Ça va être Bordeaux, avant que ce soit ensuite Versailles. Tout Bordeaux. Voilà. On retrouvera ça à d'autres époques. Hein. Mais c'est très important symboliquement, parce que les ennemis de la Commune le veuillent ou pas, Paris, c'est la tête de la France. Je ne suis pas jacobin, et j'ai même une franche hostilité à l'égard du jacobinisme, mais ça c'est la tradition jacobine qui a marqué profondément la France et pour longtemps, à savoir qu'il est difficile d'imaginer que la tête politique de la France soit ailleurs qu'à Paris. C'est certainement regrettable, d'une certaine façon, mais c'est ainsi. En tout cas, dans les esprits, ça fonctionne comme ça. Donc ce gouvernement de défense nationale, il a pour mission de continuer la guerre, puisque Napoléon III a refusé de capituler, et donc c'est à lui d'organiser les choses, mais qui compose ce gouvernement de défense nationale ? Il n'a pas le beau rôle, le gouvernement de défense nationale. Il se retrouve dans la situation qu'on connaîtra en France à d'autres époques, de devoir gérer la défaite. Et c'est jamais ni facile ni agréable. Et il faut donc savoir qu'en pensent les Français. Il y a un plébiscite qui est organisé le 3 novembre, et pour savoir si les Français sont d'accord pour qu'il y ait un gouvernement national, un gouvernement de défense nationale, c'est-à-dire un gouvernement qui essaye de sauver ce qui peut l'être. Éventuellement de continuer la guerre si on en a les moyens. Les résultats sont quand même significatifs. 321 000 oui contre 52 000 non pour ce plébiscite. C'est très peu, il y a une très faible participation, mais la disproportion entre les oui et les non est quand même révélatrice. Ça veut dire qu'il y a manifestement dans l'opinion l'idée qu'il faut, pour essayer de sauver les meubles, si vous me passez l'expression, un gouvernement de défense nationale.
et qui doit procéder à des élections pour que les choses soient quand même légitimes. Et les élections des 5 et 7 novembre concernent en particulier les maires d'arrondissement et le 7 les adjoints. Et pour Paris, en tout cas, ça donne des résultats assez significatifs, puisque ce sont très majoritairement à Paris des gens qui sont élus dans les arrondissements, des gens qui sont des révolutionnaires. Soit ce sont des jacobins, comme Delécluze, on le retrouvera plus tard, lui il est élu dans le 19e, soit c'est le blanquiste Rouvier qui est élu dans le 20e. Le 20e, c'est un département solide. Clémenceau dans le 18e. Eh oui, Clémenceau, il est là. Il est maire de Montmartre. Et il est élu sous étiquette sous l'étiquette, on va dire radicale, pour simplifier. Hein. On ne dit pas encore à l'époque radical socialiste, mais il ne veut pas apparaître comme membre de la frange la plus dure du courant républicain, mais en même temps, il est quand même très franchement républicain. Il a 2 adjoints qui sont blanquistes. Donc ça permet de voir à peu près quand même que pour ce quartier du 18e, il y a une direction, on va dire, révolutionnaire assez nette. Mais surtout, c'est quand même mal vu, Pierre, pour un Clémenceau. S'il avait un peu d'ambition, ça aurait été quand même assez mal vu d'apparaître officiellement sous l'étiquette socialiste, alors qu'il y a des gens qui honnissaient la République. Non, mais je crois qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. Clémenceau n'a pas à cette époque l'état d'esprit qu'il aura plus tard. Il le montrera d'ailleurs, en ayant à l'égard des socialistes et surtout des ouvriers grévistes des attitudes extrêmement dures et répressives. Non, à l'époque, Clémenceau n'est pas quelqu'un de très important. C'est un médecin d'abord. Et il est connu dans son quartier en tant que tel, pour soigner les gens sans toujours leur demander de l'argent. C'est ce que faisait notre ami Maurice Rollet à Marseille, lorsqu'il était médecin à Marseille, médecin des pauvres. Mais c'est ce qui explique la popularité de Clémenceau. Clémenceau, à l'époque, est très sincèrement, j'allais dire, du côté du peuple, pour utiliser une formule peut-être un peu image d'Épinal, mais enfin, qui correspond quand même à quelque chose. Est-ce qu'on peut dire, avant une première pause musicale, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, à ce moment-là, quand on a le gouvernement de défense nationale, on a l'opposition entre les socialistes, ceux qui veulent la République, et puis forcément les conservateurs, ceux qui veulent l'Empire et ceux qui veulent restaurer la monarchie, qui s'affrontent en sous-jacent de ce gouvernement de garde nationale. Oui, alors attention, il n'y a pas que les socialistes qui veulent la République. Alors, qui a-t-il donc le camp républicain est très composite. Il n'est pas du tout homogène. Et il va, disons, de ceux qui sont des républicains modérés, faute oui, qui ne veulent pas de révolution sanglante en particulier, qui sont des bourgeois, mais des bourgeois réformateurs, qui sont d'accord pour faire évoluer les choses, mais dans la légalité, dans le respect des institutions. Lentement, voilà, oui, c'est tout à fait ça. Et puis ensuite, il y a toute la gamme de ceux qui ont des positions plus dures qu'eux, mais il y a tout un éventail, où on retrouve, j'allais dire, de tout presque, des proudhoniens, des blanquistes, des gens de l'Internationale. Donc, par exemple, entre le socialisme proudhonien et le socialisme des gens de l'Internationale, il y a d'énormes différences. Bon. Il n'empêche qu'ils sont d'accord pour réclamer la République. Pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple. C'est qu'ils se disent, dans ce cadre-là, on pourra faire avancer nos idées. Chacun à sa façon. Chacun est convaincu qu'il y arrivera mieux que le concurrent. Parce qu'ils sont par ailleurs concurrents, tous ces gens entre eux. Et au moment des élections, ils vont bien le montrer d'ailleurs. Ils ne porteront pas les mêmes étiquettes. Et ça sera le grand drame de la commune, c'est que chacun se tirera dans les pattes au lieu de partir ensemble au front. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas, quand on regarde le fond des choses, ils n'ont pas forcément exactement les mêmes convictions, loin de là. Leur idéologie n'est pas la même.
Alors, on va dire qu'il y a ceux qui veulent un peu plus de justice sociale, mais en préservant l'ordre ancien, et puis il y a ceux qui veulent renverser la table et changer complètement les structures économiques et sociales. Oui, tout à fait. C'est ça. Ok. Donc pour cette première pause musicale, je vous propose un chant qui s'appelle La Canaille. C'est cette canaille qui effrayait les honnêtes gens de Paris. Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ces fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souffler rime rêveur un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il la déshabille, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maître, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les Bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Amis auditeurs, nous voici de retour après cette première pause musicale. Pierre, tu voulais évoquer un petit peu cette canaille, ce peuple parisien. Est-ce que vraiment ils sont aussi affreux que... Est-ce qu'ils étaient aussi effrayants que ça pour le bon bourgeois parisien ? Comme disait Thiers, ces Parisiens intempestivement patriotes. J'aime beaucoup la formule, intempestivement patriotes. Ah oui, c'était des gêneurs, ces gens qui ne voulaient pas accepter que la patrie soit vaincue. Mais il y a un facteur qui compte beaucoup, auquel on ne pense pas toujours, c'est le facteur démographique. En effet, il faut savoir qu'à l'époque, Paris compte 1 850 000 habitants, ce qui veut dire qu'en 20 ans, il y a eu plus de 650 000 nouveaux Parisiens. Ça, c'est fondamental. L'accroissement spectaculaire de Paris. Sur ces 1 850 000 habitants, on peut compter à la louche, parce que les statistiques sont relatives, mais on va dire à peu près 900 000 ouvriers. Ça, c'est une concentration ouvrière exceptionnelle pour l'époque. Il n'y a pas l'équivalent nulle part en France, dans aucune ville. Alors, pour comprendre ce qu'est devenu Paris, il faut rappeler qu'en 1859, il y a eu l'annexion de 12 communes situées entre le mur d'octroi et la ligne des fortifications. Alors, ces communes, c'était Montmartre, qui n'appartenait pas à Paris avant 1859. C'était des communes limitrophes. Montmartre, Belleville, Auteuil, Bercy, enfin je ne vais pas toutes les énumérer. Hein. Mais c'est ce qui fait que la superficie de Paris en tant que ville, est passée de 3400 à 8400 hectares. Ce qui veut dire qu'il a fallu créer 8 nouveaux arrondissements par rapport à ceux qui existaient. Et c'est à ce moment-là qu'on est arrivé aux 20 arrondissements qu'on a pendant la Commune et qu'on a encore aujourd'hui d'ailleurs.
hein. Mais c'est un phénomène qui s'est produit, qui est tout frais par rapport à la Commune, quelques années auparavant. Et ça peut expliquer quand même aussi un certain nombre de choses. Le fait que ces nouveaux arrondissements viennent grossir considérablement la population officiellement parisienne. Bien sûr, avant, entre les faubourgs et Paris, il y avait des contacts quotidiens, mais ça n'était pas Paris. Désormais, Paris a 20 arrondissements, ce qui veut dire 20 maires. Ah, ça compte, parce que dans la commune, les maires, ils vont peser lourd, hein, et tout ce qui va avec, je veux dire, les équipes autour du maire, etc. Et pour les élections, c'est important aussi, ça. Donc je crois qu'il faut avoir ça en tête, la dimension que prend Paris, en quelque sorte. Alors, pendant que ce gouvernement de défense nationale tergiverse, est incapable à organiser la moindre défense, les Allemands, eux, ils avancent. Ils enchaînent victoire sur victoire. Le 19 septembre, Paris est assiégé. C'est quand même... ça va fortement peser, je pense, sur la suite des événements, puisqu'on a une population parisienne qui veut la guerre. Le 28 septembre, Strasbourg qui capitule. Orléans est occupé le 11 octobre. Et je crois que le moment décisif, c'est la capitulation de Bazaine à Metz le 27 octobre. Oui, alors Paris va souffrir. Paris souffre du siège. Et ça, ce n'est pas de la mauvaise littérature. Il y a une véritable disette qui règne dans Paris à partir d'octobre 1870. Et à partir de janvier 71, c'est plus la disette, c'est la famine. Il y a des choses qui sont assez connues parce que très spectaculaires. Le rationnement du pain, c'est symbolique pour le peuple. Parce que le pain, c'est la nourriture, disons, de base. Donc rationnement d'abord en quantité, en qualité. La qualité dégringole, on se met à faire du pain qui est tout sauf du pain. Il n'y a plus de viande. Les 2/3 des chevaux sont abattus en 4 mois dans Paris. Bon, mais ça avait toutes les conséquences qu'on peut imaginer pour tirer les carrioles de transport, les choses comme ça. Bon. Et puis, une fois qu'on a mangé les chevaux, il va falloir manger tout le reste. On va jusqu'à manger les 2 malheureux éléphants qui étaient au jardin des plantes et au jardin d'acclimatation. Bon, on en vient là. Et les beefsteaks d'éléphants se vendent à prix d'heure. Bon. On mange les chiens, les chats, puis quand il n'y a plus de chiens et plus de chats, on mange les rats. Et on vend des rats sur les marchés de Paris. Et les gens se battent pour acheter des rats. Donc, en plus, l'hiver est rude et précoce. Donc, on voit à peu près tout ce que ça peut déclencher. En décembre 1870, il y a 477 000 indigents dans Paris. Indigents, des gens qui n'ont rien. Donc, les mairies dont on parlait à l'instant vont organiser des soupes populaires. La mairie du 18e sert 25 000 soupes populaires par jour. Bon. Parce que sinon, les gens crèvent de faim. Et la garde nationale dont on parlait tout à l'heure, avec pour chaque garde son franc 50 par jour, ça permet de faire vivre entre 600 000 et 900 000 personnes. S'il n'y avait pas ça, ils n'auraient rien à manger. Donc, ça donne une idée, si vous voulez, de la situation très concrète. Et d'où l'exaspération qui monte. Parce que il faut toujours prendre en compte quand même les conditions matérielles. Quand les gens n'ont plus rien à manger, ont froid, voient des gosses mourir, on va dire que ça les énerve, pour utiliser un mot faible. Hein. Ils sont prêts à tout. Et les Parisiens auront encore une chanson pour expliquer ce moment de l'histoire. Paris vendu pour un beefsteak. Alors on la mettra en lien de téléchargement parce qu'on ne peut pas vous mettre des morceaux toutes les 3 minutes, mais pour bien montrer quand même que il y a eu une période assez difficile et certains... on y reviendra, mais certains diront qu'il y a eu beaucoup de stocks dissimulés et
pour inciter à la capitulation, mais je ne vais pas aller trop vite. Donc, tu disais, cette famine, ça influe sur le moral des personnes. Et le 3 novembre, ce fameux plébiscite que tu évoquais tout à l'heure, ils rendent le pouvoir à la réaction, en fait. Ils disent, bon, ce gouvernement parisien nous a rien emmené, on rend le pouvoir à la réaction. C'est l'élément essentiel dans tout ça, c'est que Paris va plus en plus s'affirmer comme, je crois qu'il faut utiliser le mot, coupé du reste de la France. Il va y avoir là deux sensibilités qui s'opposent. D'abord, dans les provinces, moi je n'aime pas dire la province, je laisse ça aux Parisiens, dans les provinces, les gens, ne sont pas au courant de ce qui se passe. Au fin fond des campagnes, on ne sait pas. On entend vaguement dire qu'il y a la guerre, que ça ne se passe pas bien, mais enfin bon, au fin fond du Limousin, il n'y a pas de famine. On comprend mal dans les campagnes ce qui peut, quand on a quelques échos de ce qui est en train de se produire, de se développer à Paris, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Parisiens? Ils sont fous. Bon, la guerre est perdue, elle est perdue. On ne va pas continuer indéfiniment à prétendre résister. Résister avec quoi? Résister avec qui? Les gens veulent la paix. La paix. Et, l'immense majorité de la population française, et les conservateurs vont jouer à fond là-dessus. En disant, vous voyez, nous, qui sommes des gens raisonnables, on va faire en sorte de rétablir les choses dans la normale, dans l'ordre et la paix. Et ça plaît bien à l'immense majorité des électeurs qui sont des ruraux. C'est un des paradoxes de cet épisode de la Commune de Paris, c'est que les Parisiens ne veulent pas abandonner ni l'Alsace ni la Lorraine, et encore moins payer les 5 milliards d'indemnités, alors que le reste de la province s'en fiche complètement. Disons que c'est toujours l'éternelle question à toutes les époques. L'égoïsme fondamental des gens. C'est pas moi qui suis concerné, ni ma famille, ni mes voisins, ni mes proches. Ça se passe loin de chez nous, tout ça. Bon, c'est peut-être bien malheureux pour les gens que ça concerne, mais nous, on n'est pas concernés. Et là, il y a une espèce de terrain politique et social très favorable pour tout ce qui est conservateur, réactionnaire, appelons-les comme on voudra. Tous ceux qui disent c'est par un retour à un ordre, et peut-être un ordre ancien, qu'on va pouvoir remettre les choses en place. Donc, en fait, c'est le calcul des monarchistes. Les bonapartistes, ils n'ont pas beaucoup la cote, parce que, l'image de l'Empire, quand même, en a pris un coup. Ils vont reprendre du poil de la bête, mais pas tout de suite. Mais par contre, les royalistes, alors, sachant qu'il y a évidemment l'éternelle question des royalistes, orléanistes, légitimistes. Enfin, pour le moment, ils sont tous d'accord entre eux pour dire on ne veut pas de la République. Alors, cette période, cette succession de défaites, le siège de Paris et Paris affamé, aboutit à la signature d'une armistice le 28 janvier 71. Sauf que personne ne veut prendre la responsabilité de signer la cession de l'Alsace et de la Lorraine. Donc les conditions qui sont mises par ceux qui ont négocié ce traité, c'est qu'il soit validé par une représentation nationale. Et là, on va dire que les divisions entre ce qui deviendra la Commune de Paris et le gouvernement de Bordeaux, puisque je pense qu'il est encore à Bordeaux à cette époque. Oui, il reviendra sur Versailles plus tard. On va élire une nouvelle représentation nationale pour signer ce traité de paix. C'est ça? L'élément déterminant, ça a été le 6 février. Gambetta, qui était ministre de l'Intérieur et ministre de la Guerre, démissionne le 6 février. Bon. Quel que soit par ailleurs ce qu'on peut penser de Gambetta, c'est quelqu'un qui avait une certaine personnalité. Mais du coup, presque tous les autres ministres abandonnent la capitale à ce moment-là. C'est là qu'ils quittent Paris. Ils fuient Paris. Appelons les choses par leur nom. Il y en a même un qui part en ballon, non? C'est à ce moment-là? C'est Gambetta. C'est Gambetta, bien sûr. Et donc, les élections législatives suivent parce qu'il faut bien... Il n'y a plus de pouvoir.
Vacances du pouvoir, donc il faut faire des élections législatives, il faut une assemblée. Le 8 février, ces élections ont lieu, les légitimistes et les orléanistes font un carton, 400 sièges, les bonapartistes 30, les républicains 200. Bon, l'affaire est jouée, très clairement, ce sont les monarchistes qui contrôlent cette nouvelle assemblée, sauf pour la Seine, évidemment, parce que la Seine, c'est là qu'on voit déjà que la commune ne va pas naître de rien. Parmi les députés de la Seine, il y en a 43 députés. Sur les 43, 36 sont républicains. C'est là qu'on voit le contraste entre Paris et les provinces. Hein. Et sur ces 36 républicains, il y en a 5 qui sont, comme on dit à l'époque, des rouges, c'est-à-dire des gens très, très déterminés. Et c'est là que l'Assemblée, du coup, s'installe à Bordeaux, parce qu'on se dit que, de toute façon, plus on sera loin de Paris, mieux c'est. Et est-ce qu'on peut dire que ce revirement d'opinion, je disais tout à l'heure que beaucoup ont émis des doutes sur la raréfaction des aliments à Paris, est-ce qu'on n'a pas un petit peu organisé la famine pour inciter le peuple à capituler? Oh, ça s'est fait tout seul. Je veux dire que là encore, c'est vrai à toutes les époques. Il y a des gens qui profitent des circonstances pour se dire on va faire du fric. Et en particulier des commerçants qui ont des stocks, parce qu'il y avait des stocks dans Paris. Il y avait des stocks de nourriture. Bon. Mais c'est le bon vieux calcul classique, éternel, hein, qu'on retrouvera avec le marché noir à l'époque contemporaine. Bon, on cache, on dissimule, et puis on écoule ça, mais au compte-gouttes, uniquement auprès de gens dont on sait qu'ils ne vont pas aller le clamer sur les toits, qu'ils peuvent se ravitailler au prix fort. Là, il y a des gens qui font de très jolis bénéfices, très très jolis. Alors dans ce traité d'armistice, il est prévu que le 1er mars, l'armée allemande défile sur les Champs-Élysées, et donc... Alors, il y a un point assez marrant, enfin... sachant ça, les Parisiens ont bloqué l'Arc de Triomphe. Ils ont barricadé l'Arc de Triomphe pour empêcher les troupes allemandes de traverser ce monument et puis continuer leur défilé. Donc les Allemands défileront sur les Champs-Élysées, mais pas sous l'Arc de Triomphe. Bon, c'est une petite, comment dirais-je, réaction à l'occupant. Alors, ceci dit, Bismarck n'est pas idiot. Il n'a pas du tout envie de lancer ses armées à la conquête par une guerre de rue de Paris, parce qu'il sait que ça lui coûterait du monde, que ça retarderait beaucoup de choses. Donc il préfère accepter une certaine conciliation, j'allais dire laisser Paris aux Parisiens, ce qui est une mesure politiquement intelligente. Laisser les Français se débrouiller dans leur guerre civile. Et ça occupera les armées françaises. Alors, le sous-jacent de ce défilé de Paris, c'est qu'il a fallu déplacer des canons, qui étaient dans une zone dans laquelle l'armée allemande allait défiler. Et là, ces canons, on va voir que du coup, on les déplace du côté de Montmartre, du côté de Belleville. Et on verra tout à l'heure que ça va être un élément important pour la suite des événements. Pardon, une chose qui est peut-être bonne à préciser, c'est que tous les gens qui pouvaient apparaître comme des responsables politiques ayant quitté Paris, qu'est-ce qui se passe à Paris? Où est le pouvoir? Le pouvoir, il est aux mains de la garde nationale. Donc ça, c'est très important, parce qu'on en parlait tout à l'heure de la garde nationale, ça lui donne un poids politique déterminant, et en particulier à son comité central. Parce qu'à la tête de la garde nationale, il y a un comité central qui va se prendre pour le gouvernement, en fait. Alors, il faut aussi préciser que quittent Paris les fonctionnaires. Sur ordre de tiers. Sur ordre de tiers. Les patrons d'ateliers, tout ce qui compte comme bourgeoisie, on va dire, possédante, et donc quittent Paris. Oui. Bref. Et ferment les ateliers. Ce qui prive le peuple de travail. Par force, la direction n'étant plus là, c'est comme pour le gouvernement, il n'y a plus d'activité. Ça va mieux en le disant. Ça veut dire que le peuple de Paris se retrouve sans ressources. Et avec un taux de chômage très très important à ce moment-là. Mais on en reparlera. Mais les artisans, eux, ne quittent pas Paris. Il ne faut pas confondre les employeurs et les gens qui font tourner la machine. Les patrons d'atelier.
Oui, On appelle à l'époque les ateliers, les entreprises. Oui, Hein, les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, Oui. voilà. Mais... Et les gens qui font tourner la boutique. Oui, bien c'est sûr, pas eux. bien sûr. Alors, ça ne vous a pas échappé, on est rentré dans le mois de mars, et le mois de mars, ça va être le moment décisif dans le début de l'incendie, pour l'appeler comme ça. Alors, moi, ce gouvernement nouvellement réélu à Bordeaux va mettre en place certaines provocations. Quelles sont-elles, Pierre, ces provocations ? L'affaire des canons en est une, très clairement, puisque les Parisiens étaient très contents d'avoir des canons. Ils avaient quand même 400 canons, et que je dise pas de bêtises, plusieurs dizaines de mitrailleuses, je n'ai pas noté le chiffre exact. En sachant que ces canons avaient été payés par les Parisiens pour moitié, par souscription. Les gens avaient donné de l'argent pour acheter des canons. Donc c'était leurs canons. Ils ne voulaient pas rendre leurs canons. Bon. Et il y avait aussi une certaine fierté, bien entendu, dans tout ça, un patriotisme parisien, on va dire. Et par exemple, le 9 mars, un certain Désiré Laquier, lui, il est ouvrier menuisier. Il est membre du comité de la garde nationale à Montmartre. Il écrit à sa sœur: si l'on cherche à nous enlever ce que nous possédons, il parle des canons, nous brûlerons plutôt Paris que de nous laisser vaincre par des bandits. Donc, c'est un état d'esprit significatif, comme ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens dans Paris qui d'ores et déjà sont prêts à tout, y compris à brûler Paris. Alors, Blanqui résumera bien la situation qui est en train de se jouer là en disant qui a du fer a du pain. En gros, qui est armé est capable de défendre son beefsteak. Et là, donc, cette Assemblée nationale, elle décide effectivement de reprendre les canons à la garde nationale en disant, en leur retirant les moyens de se défendre, peut-être que on pourra en reprendre la main. Elle décide aussi, cette Assemblée nationale, de supprimer la solde des gardes nationaux. Oui. Donc là, une provocation énorme. Oui, évidemment, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, cette solde permettait à beaucoup de gens de survivre, tout simplement. Ça n'était pas franchement un luxe, mais c'est une façon effectivement de... Si on voulait rendre enragés les membres de la garde nationale, c'était idéal. Le colonel Langlois de la garde nationale, lorsqu'il apprend le projet d'enlever les canons, puis toutes les mesures pour priver la garde nationale du salaire, déclare: vous allez donner le signal de la guerre civile. Et il était bon prophète. C'est effectivement l'affaire du 18 mars qui déclenche la guerre civile. Je crois qu'il y a une chose qui est évidente, c'est que le pouvoir thierryste, puisque c'est déjà lui qui est à la manœuvre, veut apparaître, ne veut pas apparaître comme l'agresseur, donc ils mettent en place des mesures qui vont être provocatrices et auxquelles le peuple est censé ne pas répondre. Et autre élément de provocation, c'est que ce gouvernement de Bordeaux va lever aussi le moratoire sur les paiements des loyers en retard. Oui. Et ça, Jean-Paul, je crois que c'est un élément aussi important de... Non, mais ça fait partie des mesures qui sont... On serait tenté de dire symboliques, mais c'est beaucoup plus que symbolique. Ça a des conséquences matérielles tout à fait importantes, parce que y a des gens... Il faut bien voir que la vie économique est paralysée à Paris. Il n'y a plus d'activité. Bon. Donc il n'y a plus de sous, il n'y a plus d'argent. Et les braves gens qui ont un loyer à payer, qu'ils payent d'ailleurs déjà habituellement plutôt mal que bien, parce qu'ils tirent le diable par la queue, là ils ne peuvent plus du tout, donc ils ne payent plus. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On les expulse ? On les met à la rue ? Certains Versaillais verraient ça d'un très bon œil. Évidemment, si on veut faire monter d'un cran supérieur la colère populaire, il n'y a pas mieux. Imaginons ce que ça peut être, que des familles entières, femmes, enfants, vieillards, allez, tout le monde dans la rue. Bon,
ça peut déclencher la colère des plus calmes. Ce sera d'ailleurs un décret de la commune, cette histoire de loyer. De le bloquer tout de suite après. Ouais. Mais n'anticipons pas trop. Je vous disais, ces tentatives de provocation du 18 mars, il y a un fait que Pierre a évoqué tout à l'heure et qui pour moi est central, enfin, que je pense être quelque chose de central, c'est l'incarcération de Blanqui, qui avait quitté Paris. Le 17 mars. Blanqui avait quitté Paris le 17 mars. A été arrêté, pardon. Il avait quitté Paris bien avant, mais il est arrêté le 17 mars. Et pourquoi Pierre, on met en prison ce gars-là alors, juste avant de déclencher une offensive sur Paris? Il faut le mettre hors jeu, c'est tout simple. Il est malade, il est en train de se soigner chez sa sœur, et les flics arrivent et l'arrêtent et le mettent en prison. Il faut le mettre hors jeu parce que les Versaillais savent que ce type est dangereux pour eux. Lui, il est capable d'organiser des choses. Lui, il est capable de prendre en main la révolution, ou de faire en tout cas d'une révolte une révolution. Parce qu'il a des principes, parce qu'il a une méthodologie. C'est peut-être ce qui est le plus révélateur, je crois, chez Blanqui, c'est qu'il a une méthodologie révolutionnaire. Il sait ce qu'il faut faire pour prendre le contrôle d'une ville. Alors, jusqu'à présent, tout ce qu'il a essayé de faire, ça a échoué parce qu'il n'avait pas avec lui la masse dont il avait besoin pour réaliser son affaire. Là, maintenant, les conditions sont nouvelles. Il peut trouver à Paris les milliers de gens qui lui permettraient de mettre en place un pouvoir révolutionnaire. Donc, il faut surtout que ça ne soit pas possible. Donc, il faut l'arrêter. Et donc, on décapite un chef important. Bon, finalement, je vais vous passer le chant Paris vendu pour un beefsteak, le temps d'une nouvelle pause. J'entends les fous parler de résistance, de lutte à mort, de patrie et d'honneur. Mon ventre seul exige une vengeance. Sous le nombril, j'ai descendu mon cœur. Libre maintenant de rester patriote et de mourir sous les feux ennemis. Moi, j'aime mieux la sauce aux échalotes. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Moi, j'aime mieux la sauce aux échalotes. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Vive la paix, la France est aux enchères. Demain, bourgeois, vous pourrez regoinfrer. Bismarck attend au château de Ferrières que dans Paris, Thiers lui dise d'entrer. Favre griffonne un dernier protocole. Trochu renonce à son plein compris. Allons Bréban, tourne la casserole. Pour un beefsteak, on va rendre Paris. Allons Bréban, tourne la casserole. Pour un beefsteak, on va rendre Paris. Que font à moi l'Alsace et la Lorraine? Dans ces pays, je n'ai ni champ ni bien. Que le Prussien nous les laisse sous les prênes. Je m'en bats l'œil, car je n'y perdrai rien. Plus que Strasbourg, ma table m'intéresse. Metz ne vaut pas une aile de perdrix. Et puis tout ça fait bouder ma maîtresse. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Et puis tout ça fait bouder ma maîtresse. Pour un beefsteak, messieurs, rendons Paris. Allons, c'est dit, Bobonne fait toilette. Au salon bleu, remets les rideaux neufs. Et toi, Manon, va battre l'omelette. Grâce aux Prussiens, nous mangerons des œufs. Je veux demain recevoir à ma table 3 Bavarois et je veux qu'on soit gris. Vive la paix, la patrie est au diable. Pour un beefsteak, on a rendu Paris. Vive la paix, la patrie est au diable. Pour un
beefsteak, on a rendu Paris. Pour un beefsteak, on a rendu Paris. Nous voici de retour après cette deuxième pause musicale. Nous allons évoquer maintenant la figure de Thiers, parce que c'est quand même un personnage central de cet épisode, et puis de son rôle dans l'offensive sur Paris. Pierre ? Oui, d'un mot simplement, je voudrais revenir sur le 18 mars. On a dit tout à l'heure que c'était une date décisive, aussi à cause d'un épisode qui, je crois, a été une des erreurs de la commune. Mais bon, c'est facile de dire ensuite qu'il y a des erreurs. Bon. Mais je crois que fondamentalement, quand même, si. C'est la prise comme otage, puis l'exécution du général Lecomte, qui est fait prisonnier, et aussi du général Clément Thomas. Alors ce Clément Thomas, ça avait été un des artisans de la répression en 1848 contre les révolutionnaires. Donc il y avait un vieux contentieux. Hein. Et certains, parce qu'il ne faut pas oublier que à ce moment-là, à Paris, il y a des gens qui ont vécu les affaires de 48, qui ont été sanglantes. Hein. Vous savez qu'en juin 48, ça annonce ce qui va se passer contre la commune. Il y a eu des massacres. Bon. Et Clément Thomas en était un des responsables. Donc quand il a été identifié, évidemment, il est, si vous me passez l'expression, passé à la casserole. Mais ce que les Parisiens n'avaient pas prévu, c'est que c'était en heure pour Thiers. Parce qu'il va pouvoir mettre en avant ça. Vous voyez bien, on a affaire à des barbares, des sanguinaires, des gens qui tuent les otages. Et ça va servir sa propagande. Et ça va servir sa propagande par le biais de la presse, puisqu'il y a le blocus de Paris, je le rappelle, et que du coup, ils peuvent raconter un peu ce qu'ils veulent partout ailleurs en France. Et il ne faut pas sous-estimer le rôle de la presse et du conditionnement dont ont bénéficié, qu'ont utilisé le gouvernement Thiers. Oui. Alors, on voulait parler de Thiers. Bon. Alors, ce Thiers, il est né en 1797, donc c'est pas un perdreau de la dernière année. Hein. À l'époque, déjà, il a une longue carrière derrière lui. C'est un avocat, mais un avocat qui n'a jamais eu beaucoup de succès dans son métier. Il disait lui-même, pour expliquer qu'il n'avait pas vraiment été un avocat très performant, « Je n'ai ni figure ni organe ». Organe, rassurons-nous, c'est la voix. Hein. Bon. Il faisait 1m55, Thiers. Donc c'était un petit homme, et comme souvent les petits hommes, haineux. Il avait des comptes à régler avec ceux qui étaient plus grands que lui. Bon, j'ai l'air de plaisanter, mais à moitié seulement. Il a eu une carrière donc qui n'a démarré qu'une fois qu'il est monté à Paris, comme on dit, puisque au départ, il est né à Marseille, il a essayé de faire une carrière d'avocat à Aix, ça n'a pas été très, très réussi. Et à Paris, il va se faire une place en tant que journaliste, en tant qu'historien aussi, il ne faut pas lui enlever ça, malgré tout. Il a fait une histoire de la Révolution française en 3 volumes, qui est, ma foi, pas inintéressante. Il a publié ça en 1823-1824, hein, donc c'est quand même déjà ancien. Il a ensuite, entre 1848 et 1862, publié en 20 tomes, s'il vous plaît, une histoire du consulat et de l'Empire, qui est un instrument de travail pas ridicule non plus. Bon. Ça laisse du temps le pouvoir, apparemment. Non, mais ça, il l'a fait alors qu'il n'était plus au pouvoir ou pas encore. Sous Louis-Philippe, on ne va pas refaire toute sa carrière, on n'en finirait plus. Hein. Mais il faut quand même savoir qu'il a appartenu au ministère Soult en tant que ministre de l'Intérieur. Et ça lui a donné des idées pour la suite des événements. C'est déjà lui qui écrasa oui, l'insurrection des Canuts. Des Canuts en 1834, absolument. C'est sur ses ordres. Et là, c'était le ministère Soult. Mais le maréchal Soult avait dit de lui, il lui avait donné un surnom. Il l'appelait Foutriquet. Oui, c'est Soult qui a appelé Thiers Foutriquet. À mon avis, ça lui va comme un gant. Et la reine, la femme de Louis-Philippe, avait une haute idée de Thiers. Elle disait de lui, c'est un homme sans tenue, sans probité politique. Et pourtant, il était au service de son mari, mais bon.
Mais c'est Thiers qui... Ça, c'est d'un point de vue politique, c'est important. C'est lui qui avait mis en avant une formule que Louis-Philippe avait appréciée d'ailleurs modérément, à savoir « le roi règne, mais ne gouverne pas ». Bon. Et ça, c'est très caractéristique de la doctrine politique de Thiers, qui est d'avoir un régime constitutionnel qui dépend en fait d'une assemblée et pas d'un chef d'État. Certains disent que c'est pour justement amuser le peuple et lui faire croire qu'il est souverain alors que d'autres tirent les ficelles. Est-ce que c'est comme ça que tu penses qu'il pensait la République représentative ? Ah ben, de toute façon, lui, la seule chose qui l'intéressait, c'était le pouvoir. Un certain Honoré de Balzac a dit de lui « Monsieur Thiers n'a jamais eu qu'une seule pensée, il a toujours songé à Monsieur Thiers ». Il était thiériste. Ah non, Balzac n'était pas... Oui, Thiers était thiériste, oui. Balzac, pas vraiment. Mais cette formule, elle me plaît parce qu'elle me fait penser à un personnage très actuel qui, je crois, sauf erreur, a été élu président de la République. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Emmanuel Macron, parce que je ne sais pas dans combien de temps les gens écouteront cette émission. oui. Macron-Thiers, le parallèle me paraît assez révélateur. Il a donc appartenu à 2 gouvernements. Il a été chef de 2 gouvernements sous Louis-Philippe. Pas longtemps, d'ailleurs. C'est assez significatif, ça. Son premier gouvernement... il est président du Conseil du 22 février au 6 septembre 1836. Et ensuite, une deuxième fois, du 1er mars au 29 octobre 1840. C'est pas long, hein, mais ça lui a permis de se faire une expérience et une doctrine. Et c'est lui, par exemple, qui, par la loi de 1841, fait mettre en état de marche les fortifications autour de Paris, qui, comme par hasard, sont conçues de telle sorte qu'elles peuvent être dirigées soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur de Paris. Et des gens, en ayant fait la remarque à l'époque, Thiers déclare « C'est calomnier un gouvernement quel qu'il soit de supposer qu'il puisse un jour chercher à se maintenir en bombardant sa capitale. » Bon, voilà. Il annonçait déjà ses futurs exploits. Au cours de la Deuxième République, il essaye de se faire une place, mais sans beaucoup de résultats. Et il est opposé, bien sûr, j'allais dire bien sûr, parce qu'il n'est pas prévu dans le dispositif, il est opposé au coup d'État du 2 décembre 1851, et il refait surface. Il a donc un long passage à vide, Thiers, dans sa carrière politique. Il refait surface lorsqu'il est élu député en 1863. Là, il devient le chef de l'opposition libérale. Et c'est 1870 qui va lui donner sa chance, en fait. Et finalement, en 1948, est-ce qu'il ne prendra pas exemple sur la répression de 1948 pour préparer la répression de 1871, celle qui arrive ? Mais il avait conseillé, mais il n'a pas été écouté par Louis-Philippe, alors que la révolution était en train de se déclencher, qui allait jeter à bas Louis-Philippe. Il avait conseillé à Louis-Philippe d'abandonner Paris, de quitter Paris et de se replier ailleurs pour pouvoir ensuite reprendre Paris par la force. Donc oui, il y a des schémas mentaux, je dirais, qu'il avait en tête dès ce moment-là. Parce qu'effectivement, c'est ce qui va se passer ce fameux 18 mars. Donc Thiers envoie 40 000 soldats pour récupérer les canons. Hein, donc il commence à faire rentrer les troupes dans Paris. Et là, aux surprises, qu'est-ce qui se passe, Pierre ? Il se passe que le peuple n'est pas d'accord. La troupe. La troupe, mais ce qui est intéressant, c'est que les manifestants font amitié avec la troupe et que la troupe met les crosses en l'air. Et parmi les gens qui jouent un rôle très important ce 18 mars, il y a une certaine Louise Michel. Elle est au premier rang, elle est à Montmartre. Montmartre, c'est son quartier. Hein. Elle va contribuer, avec d'autres bien entendu, à renverser le cours des choses grâce au fait que les troupes refusent de tirer sur le peuple qui veut garder ses canons.
Et là, on est quand même dans une proportion importante, puisque sur 40 000 hommes dont disposait Thiers, il y en a plus de 10 000 qui vont changer de camp. Donc c'est là que Thiers retire ses troupes. Oui, parce qu'il sent que une partie des troupes, effectivement, sont soit hésitantes, soit même pas hésitantes du tout, et préfèrent rejoindre les Parisiens, ceux qu'on va appeler bientôt les communeux. Et entre ce 18 mars et le 2 avril, où Troupe lancera à nouveau ses tiers ses troupes sur Paris pour balayer la commune, il se passe quand même un certain temps. Et d'aucuns disent que Thiers a été voir Bismarck pour lui demander des hommes, et a priori, il a obtenu d'avoir jusqu'à 80 000 hommes en tout. Oui. Alors la formule qui a été trouvée, c'est la libération de prisonniers de guerre, parce qu'il y avait eu, dans la débâcle des armées françaises, il y avait eu un très grand nombre de prisonniers. Ceux qui avaient échappé à la capture, ça a été par exemple l'armée de Bourbaki qui passe en Suisse, et en Suisse elle est désarmée, elle est neutralisée. Donc ces soldats qui sont en réserve, et qui une partie d'entre eux en tout cas, sont des gens qui ont une bonne capacité militaire, ont été bien formés, bien entraînés, sont des gens précieux pour reformer une armée. Donc Bismarck les concède à Thiers, avec évidemment derrière la tête l'idée que tout ça ne peut que lui être utile à lui. Tout ce qui peut diviser les Français est bon à prendre. Alors pour plus qu'il y ait d'informations qui arrivent à la troupe qui se rassemble, Thiers augmentera leur salaire. J'ai trouvé une information qui dit qu'il augmentera leur salaire de 20 centimes à 50 centimes, qui va les consigner pour effectivement éviter qu'ils soient en contact avec de l'information pour raconter ce qui se passe. Et il fera fusiller les déserteurs lors de l'offensive pour bien les tenir. Parce qu'il se dit, il ne faut pas que je les perde, ceux-là. Oui, tout à fait. Alors en face, il y a le problème pour Paris de la garde nationale qu'on a évoqué tout à l'heure. Et la question qui se pose, c'est comment payer la solde. Parce qu'on a parlé de la solde des gardes nationales tout à l'heure. Comment payer ça et c'est là qu'on voit quand même chez ceux qui vont devenir les communeux une certaine dose, à mon avis, de naïveté. D'honnêteté aussi, mais de naïveté. De naïveté désarmante parfois. Où trouver de l'argent pour payer la garde nationale? On va s'adresser à ceux qui en ont. On va voir Rothschild. On va emprunter 500 000 francs à Rothschild pour payer la solde des gardes nationaux. Rothschild, c'est la Banque de France? Ah non, Rothschild, c'est Rothschild. Rothschild, c'est la banque Rothschild. Alors, il y a la Banque de France aussi. Alors, j'ai juste pas précisé sur les Rothschild, je fais juste une parenthèse, que c'est eux qui abritent dans leur château de Ferrières Bismarck. Évidemment, parce que les affaires sont les affaires. Et puis, il y a les cousins qui sont aussi en Allemagne. Oui, donc... Oui, la famille, elle est là pour faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Donc Thiers gagne du temps pour récupérer ses troupes. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait là? Alors qui sont ces acteurs de la commune, là, ce dernier noyau? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de monde. Qui sont ces acteurs qui vont intervenir ou qui vont jouer un rôle dans cet arc-en-ciel politique de la commune de Paris, dans les derniers moments, puisque là on rentre dans la partie... non, on n'est pas encore tout à fait à la fin, là, on est seulement en mars, donc Paris a encore 2 mois à vivre. Non, mais ce que je voulais ajouter pour cette affaire de la solde des gardes nationaux, c'est que on va demander, tu parlais de la Banque de France, on va demander très poliment à la Banque de France de l'argent. Et la Banque de France accorde des retraits, puisque la ville de Paris a, si je puis dire, un compte qui est, ma foi, pas trop mal approvisionné, et la Banque de France accepte de faire des versements réguliers pour payer la garde nationale. Et c'est là qu'on voit que ces braves révolutionnaires ne sont pas révolutionnaires jusqu'au bout, parce qu'il y avait à la Banque de France de telles sommes d'argent que ça enlevait tout souci à la commune sur le plan financier. Or, ils n'ont jamais voulu prendre cet argent. Et Pierre Dominique, qui est un auteur un peu oublié aujourd'hui, mais qui est quelqu'un d'intéressant, qui a été entre autres rédacteur en chef de Rivarol à une certaine époque,
et qui a écrit pas mal de choses. Il a écrit un petit bouquin sur la Commune que j'aime bien, et il écrit sur cette affaire de la Banque de France: la Commune tenait tout, elle ne prit rien. Et ça, c'est, je pense, un des drames de la Commune. C'est que et c'est là que Blanqui manque, parce que Blanqui, lui, il aurait pris sans problème tout le fric de la Banque de France. Ça leur a été reproché, puisque dans le même temps, l'information que j'ai, c'est que la Banque de France va donner 50 millions à la Commune de Paris, enfin en tout cas prêter, et que dans le même temps, elle va en prêter 250 à tiers, pour lui permettre de financer. C'est une banque, c'est une banque. Mais il faut bien voir que, contrairement à ce que les Versaillais peuvent dire, et leurs fils et leurs petits-fils, la Commune a aussi été une opération très mesurée, très réaliste, à côté, comme disait Pierre, d'une naïveté un peu infantile. Mais pour la Banque de France, le but, ça a été dit par la fameuse commission des finances qui gérait le budget de la ville, pratiquer une politique de rigoureuse économie qui permettra ensuite de contracter des emprunts parfaitement garantis pour donner à la classe ouvrière les instruments de travail qui la mettraient à même de surmonter la concurrence patronale. Donc tout ça, c'était dans un but bien préparé, c'était pas, il n'y avait pas d'affaire de pot de vin au coin, c'était on garantit une institution qui, de toute façon, dont tout le monde a besoin, même la Commune. Puisqu'on est dans les affaires... Ces braves gens étaient persuadés que la République, mais la République de leur vœu, la République sociale, avait un avenir. Et qu'il fallait, comme vient de le dire Jean-Paul, ménager, préserver cet avenir. Et donc, tout faire pour apparaître comme des gens mesurés, intelligents, équilibrés, capables de gérer une situation. Et puisqu'on est sur les affaires bancaires, ce second empire sera celui qui lèvera aussi le taux de l'usure, puisque jusqu'à présent le taux de l'usure était limité, et sous le second empire de Napoléon III, on lèvera le taux de l'usure, et donc on va permettre à ceux qui ont du bien de prêter à des taux astronomiques, qui étaient encore préservés un petit peu avant. C'est important de le rappeler, je pense. La Troisième République ne fera pas mieux. La République était belle sous l'Empire, comme a dit un révolutionnaire. Bien. Alors, est-ce qu'on évoque maintenant cet arc-en-ciel politique qui va redemander des élections, ou est-ce qu'on fait une pause musicale ? Mais on peut évoquer l'arc-en-ciel politique. L'expression me paraît tout à fait judicieuse. C'est vrai que c'est un arc-en-ciel avec tout ce que ça suppose, c'est-à-dire dans la diversité, dans les oppositions, entre les doctrines, mais aussi entre les personnes. Il ne faut jamais oublier ce facteur, hélas, qui joue à toutes les époques. Et c'est vrai que lorsqu'on voit par exemple les blanquistes qui ont tout de suite dans l'organisation de la Commune pris en main des choses importantes, je l'ai évoqué tout à l'heure en citant certains d'entre eux, la police, la justice, les leviers de la sécurité publique. Ce qu'il faut rappeler, Pierre, c'est ce qu'a dit Jean-Paul tout à l'heure, c'est que Thiers, quand il a quitté Paris, il a incité tous les fonctionnaires à partir. Donc la Commune, on l'accable de beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, il se retrouve sans justice, sans hôpitaux, sans services publics. Sans hôpitaux, non. Tous les fonctionnaires n'ont pas obéi, heureusement. Voilà, oui. Et les communeux ont eu l'intelligence d'utiliser les bonnes volontés et le savoir-faire des fonctionnaires qui restaient en place, des fonctionnaires, des médecins, etc. Il faut d'ailleurs dire à l'honneur des médecins que beaucoup d'entre eux, faisant abstraction de leurs propres convictions politiques, ont choisi de rester là où on avait besoin d'eux. Et dans Paris, assiégé d'abord par les Prussiens, puis ensuite par les Versaillais, c'est vrai qu'on avait beaucoup besoin de médecins, d'infirmières. Il y a eu des femmes admirables qui se sont improvisées infirmières. On reparlera peut-être tout à l'heure du rôle des femmes, qui est quelque chose de très significatif.
Parce qu'à l'époque, c'était pas très bien vu que les femmes aillent se mêler de choses qui ne les regardaient pas, et en particulier de politique. Donc là, on a ce gouvernement tiers qui gagne du temps, et pendant ce temps-là, les Parisiens font à nouveau des leurs et réclament à nouveau des élections. Donc des élections qu'ils vont obtenir après un tir sur la foule le 22 mars. Et donc le 26 mars, à nouveau des élections pour une nouvelle légitimité démocratique. Et on va finir par dire que ça a fini par fatiguer le peuple parisien quand même. Il y a 52% d'abstention. Ça me rappelle un chiffre récent d'ailleurs. Et dans certains quartiers comme le 7e, mais ça c'est normal, c'est un arrondissement bourgeois, 77% d'abstention. Ne pas oublier quand même, quand on cite ces chiffres, qu'il y a entre 60 000 et 80 000, on ne peut pas être plus précis malheureusement, mais il y a entre 60 000 et 80 000 Parisiens qui ont quitté Paris. Parce que, tout simplement, ils s'attendent à ce que les choses tournent mal. Ils n'ont pas complètement tort. Et donc, ça peut aussi expliquer, malgré tout, la faiblesse de la participation. Mais la participation est tellement faible que dans certains arrondissements, les sièges ne sont pas pourvus. Sur 92 sièges à pourvoir, il n'y en a que 80 qui sont pourvus. Et sur ces 80 élus, il y a au moins 60 révolutionnaires. Donc ces élections parisiennes montrent que désormais les révolutionnaires tiennent le haut du pavé, sans hésitation. Le 28 mars, d'ailleurs, c'est la proclamation de la Commune. Jusqu'alors, elle n'avait pas été proclamée, place de l'Hôtel de Ville, ça y est, c'est fait. Et Jules Vallès écrit à cette occasion « Quoi qu'il arrive, dussions-nous être de nouveau vaincus et mourir demain, notre génération est consolée. Nous sommes payés de 20 ans de défaite et d'angoisse. Et toi, marmot qui joue aux billes derrière les barricades, tu recueilleras notre héritage, fils des désespérés, tu seras un homme libre. » Alors il y a toute l'emphase, évidemment, de cette époque et de ces circonstances, mais enfin, c'est un texte assez beau. Alors, je reviens du coup à cet arc-en-ciel politique qu'on a un petit peu mis de côté. Une grande majorité de jacobins, tu disais tout à l'heure, c'est peut-être un des faits importants aussi de cette commune, des blanquistes, des révolutionnaires, et y compris des artistes, comme Jean-Baptiste Clément. Ah oui, il y a un certain Courbet. Courbet surtout, oui. Ah oui, c'est pas tout à fait rien. Courbet, oui, le peintre. Il y a Jean-Baptiste Clément, il y a Potier, qui deviendra célèbre, mais plus tard, en faisant l'international, mais bien après la Commune. Oui, non, c'est très composite. Hein. Et en ce qui concerne l'éventail politique, vous voyez, si on veut faire un travail d'historien, on a souvent un peu de mal à identifier précisément l'appartenance politique, stricto sensu, de tel ou tel personnage. Les grands meneurs, on les connaît, on les identifie. On sait bien qu'un des blanquistes, comme Ferré-Lay et d'autres. Mais il y en a d'autres, Delescluze par exemple, et jacobin, lui. Il n'est pas blanquiste. Il y aura une belle fin de Delescluze, on en reparlera tout à l'heure. Oui, ces gens-là ont su mourir. Je suis surpris parce que moi, de mon instruction républicaine scolaire, j'entends dire que cette commune de Paris, c'est quand même une première fois que la lutte des classes s'est mise en œuvre. Ils sont où ces marxistes-là? Ils sont présents dans la commune? Ils sont très peu présents. Il y a le président de la commission du travail, dont j'ai oublié le nom, qui est un Polonais, Pierre, ou un Hongrois. Ou un Hongrois. Frankel, voilà, Frankel. Voilà. Frankel, c'est un Hongrois, enfin, Hongrois comme M. Attali est français. Oui, on a tous compris, bien sûr. Oui, non, les marxistes sont très peu représentés. Et je voudrais vous livrer une petite anecdote qui est donnée par James Guillaume. James Guillaume est un ami de Bakounine. Et il raconte Malon, donc m'a raconté, Malon qui était aussi un bakouniste fervent. Hein. Malon m'a raconté plus tard comment Lafargue,
donc c'est le gendre de Marx, hein, l'invita à déjeuner et l'ayant présenté à sa femme, lui dit avec emphase « C'est la fille de Marx, Karl Marx !»« Karl Marx » dit Malon, un peu confus de ne pas connaître celui dont on lui parlait. « Je crois avoir entendu ce nom-là, n'est-ce pas un professeur allemand ?»« Mais non, c'est l'auteur du livre Das Kapital !» Et Lafargue alla chercher le gros volume. « Vous ne connaissez pas ce livre-là ?»« Non. »« Est-ce possible ? Vous ne savez donc pas que c'est Marx qui mène le Conseil général ?» Donc je trouve que cette anecdote est assez significative du peu d'ampleur des marxistes dans le... D'autant plus que Malon était membre de l'Internationale. Donc quand aujourd'hui on dit l'Internationale c'était les marxistes, non. Ah non, c'était un bakounien... Enfin... Il y avait au sein de l'Internationale des marxistes, mais l'Internationale n'était pas marxiste. Alors, il semblerait même qu'il y ait eu d'autres communes ailleurs qu'à Paris. On peut en parler rapidement, c'est pas la peine de toutes les détailler, mais la commune de Lyon, parce que tu viens citer Bakounine, on peut parler un peu de la commune de Lyon. Nous sommes qui sommes des canuts, à part ce Lorrain qui est là, mais... Il y a eu des tentatives dans pas mal d'endroits. Lyon a été un cas parmi d'autres. Hein. Il y a eu Marseille, il y a eu Saint-Étienne, il y a eu le Creusot, il y a eu Toulouse, il y a eu Narbonne, Limoges. Donc, pour ne mentionner que les grandes villes, dans des villes de moins d'importance, il y a eu des tentatives. Je dis bien des tentatives, parce que là encore, il y avait un problème d'organisation. Il n'y avait pas un parti révolutionnaire organisé de façon méthodique comme Blanqui l'aurait voulu. Il y avait des blanquistes ici ou là. Il y en avait par exemple à Lyon, mais ils étaient peu nombreux. Ils ont tenté quelque chose, ils ont hissé le drapeau rouge sur l'hôtel de ville. Ça a duré 3 jours, parce que très vite, les troupes ont été envoyées et la disproportion numérique était telle que ça ne pouvait pas durer bien longtemps. Et puis, puisqu'on parle du cas de Lyon, il faut dire que les Lyonnais avaient quand même été échaudés par les affaires des canuts de 1831 et 1834. Hein. Dans beaucoup de familles, on n'avait pas tellement envie de voir reparaître des événements où on perdait un fils, un mari, un père, un frère. Donc, il y avait une sympathie incontestable qui s'est manifestée dans bien des cas pour la commune. Mais ce n'est pas aller bien au-delà de la sympathie. Et quand il y a eu quelques hommes pour essayer d'aller plus loin, ils se sont retrouvés très isolés et ça a fini en queue de poisson. Néanmoins, il me semble que les Parisiens ont espéré des renforts. Même ils espéraient beaucoup, mais les Allemands jouent un rôle, parce que je crois qu'ils envoient des troupes alors qui n'interviennent pas, mais qui se rapprochent quand même ou qui vont dans la direction de Lyon pour les intimider un petit peu. Oui, ils ont fait quelques démonstrations, mais les Allemands étaient bien informés. Ils savaient pertinemment que tout ça ne pouvait pas déboucher sur grand-chose. Les communeux, eux, se faisaient beaucoup d'illusions. Ils s'imaginaient, mais c'était une illusion parmi beaucoup d'autres, ils s'imaginaient que les provinces allaient se lever comme un seul homme à leur appel. Ils ont même essayé d'envoyer des émissaires. Mais ça, c'est aussi la reprise de la tradition de la Révolution de 89. On envoie des délégués dans les régions pour essayer de faire bouger les choses. Ça n'a rien donné. Il faut pas perdre de vue que les Allemands ont intérêt à ce que les notables l'emportent et que les communes ne l'emportent pas, parce que si les honnêtes gens, comme ils s'appelaient, ont quand même concédé l'Alsace et la Lorraine et un tribut de 5 milliards de francs en or que les partageux, justement, ceux qui veulent la République sociale, ne sont pas prêts de payer. Donc Bismarck aide quand même ces honnêtes gens à triompher. Ce que Bismarck ne veut pas, c'est qu'il y ait une renaissance d'une volonté patriotique pouvant déboucher sur une reprise de la guerre. Parce que la reprise de la guerre, ce n'était pas forcément une vue de l'esprit. Si par exemple, là, on est dans les hypothèses de travail, mais qui ne sont pas infondées. Un gouvernement de défense nationale avait choisi délibérément la guerre de partisans, la guérilla. Ça pouvait créer au minimum beaucoup de soucis aux Allemands. Bon, ceci étant, les Allemands n'étaient pas sur le territoire français, hormis l'Alsace,
le nord de la Lorraine, et puis les alentours de Paris. Il n'était pas présent ailleurs. Les armées qu'ils ont encore fait manœuvrer dans l'Est pendant quelque temps pour intimider effectivement toute tentative de reprise de la guerre, n'avaient en face d'elle personne. Rossel, sur cette histoire de guerre non frontale, aura une phrase que j'ai résumée de cette manière, mais le principe de l'armée rouge, c'est la concentration des troupes, celui de la garde rouge, c'est la dispersion des troupes, et je crois que Rossel était pour la dispersion, justement, pour quelque chose une guerre de guérilla, en fait. Non, alors là, je ne crois pas. Justement, le gros problème de Rossel, c'est qu'il a voulu faire avec des insurgés une armée, on va dire, classique. Alors, Rossel est un militaire, il a fait le Prytanée, il a fait Polytechnique. Bon, je veux dire, c'est un homme qui reste dans les cadres classiques de l'armée. Et justement, son grand problème, c'est qu'il n'a pas compris qu'il avait une armée d'insurgés, qu'il pouvait avoir une armée d'insurgés, et donc d'autres méthodes de combat. Bien, si vous le voulez bien, Pierre. Il est tombé de haut, Rossel. Il s'imaginait pouvoir reconstituer une armée telle que lui l'a connue et la voulait, une armée classique. Il faut bien voir que en 1870-71, envisager une guerre de partisans, c'est quelque chose de nouveau et d'un peu bouleversant. Parce que ça ne correspond pas aux normes, à ce qu'on enseigne aux officiers, par exemple. Et donc, il y a toujours cette idée que, quelque part, il peut être dangereux de transformer en soldats des gens qui n'ont pas que vocation à en faire leur métier, quoi. Le soldat d'aventure, on ne sait pas trop sur quoi ça peut déboucher. Et ça, c'est une préoccupation qui existe dans à peu près tous les milieux politiques, sauf certains comme les blanquistes. Les blanquistes, alors, la guerre révolutionnaire, tout de suite, quand on veut. Bien. Avant d'évoquer la commune au pouvoir, je vous propose une nouvelle pause musicale, avec cette fois le temps des cerises, de Jean-Baptiste Clément. Effectivement, c'est quelque chose de connu, mais il était quand même important de lui rendre hommage. Quand nous en serons au temps des cerises, et guerre rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins
d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.